Et si l'homme que tu admirais le plus était celui qui avait fait assassiner tes parents? Et si pour dire la vérité, tu devais tout perdre? Lagos. Août. L'air est dense comme un drap mouillé, chargé d'essence, de klaxons et de rêves morts avant d'avoir eu le temps de naître. Les immeubles y poussent comme des arbres malades, dans un chaos sans cohérence. Et les rues, remplies d'âmes pressées, semblent avaler ceux qui hésitent. Au dernier étage d'un petit immeuble défraîchi à Suruléré, derrière une fenêtre aux vitres fendillées, vit Chinedou Okafor, 27 ans, ancien étudiant en sciences politiques devenu assistant parlementaire. Chaque matin, il repasse la même chemise blanche, s'assure que son pantalon est bien lisse et ajuste sa cravate bon marché avec un soin maladif, comme si la tenue pouvait suffire à cacher la pauvreté d'où il vient. Il vit seul, pas par choix, mais par habitude. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture non élucidé, il s'est interdit toute attache trop profonde. Il mange peu, lit beaucoup, parle avec mesure. Dans la ville des excès, il est une note calme, presque effacée. Mais derrière son regard se cache une flamme. Chaque soir, il rentre à pied de l'Assemblée nationale de l'État, le pas ralenti, fatigué, non pas du travail, mais de l'écart entre ce qu'il croyait et ce qu'il voit. Car Lagos, il l'a idéalisé. Il pensait que la capitale économique serait un tremplin vers la justice, l'intégrité, la grandeur. Mais il n'y a trouvé que les jeux de pouvoir, les coups bas, les enveloppes brunes glissées sous les tables. Son travail ? Rédiger les discours pour le chief Adeto Kunbo Bamidele, figure politique charismatique et influente. Un homme aimé du peuple, respecté par la presse, et dont les promesses résonnent avec la ferveur des chants de réveil dans les églises. Pour Chinedou, Adeto Kunbo est plus qu'un patron. C'est un modèle, un second père, une lumière dans un monde de ténèbres. Ce soir-là, assis sur le toit de son immeuble hôtel, les jambes pendantes dans le vide, Chinedou relit un vieux discours qu'il a rédigé la veille. Le papier est taché de sueur. Il y est question d'espoir, de jeunesse, de réforme. Mais dans les rues en dessous, une jeune fille mendie sous la pluie, un policier extorque un conducteur, et un vieil homme vend des beignets qu'aucun client n'achète. Les mots du discours lui paraissent soudain dérisoires, vides, inutiles. Il se lève, redescend, range les feuilles dans une pochette plastique. Il refuse de céder au cynisme. Le lendemain matin, il est convoqué dans le bureau du chief. Le mobilier y est lourd, colonial, imprégné du parfum de cigares et de pouvoir. Le chief l'accueille avec son sourire magnétique, son rire qui réchauffe la pièce, son regard perçant. « Mon fils, dit-il, tu es la voix de ma conscience. Grâce à toi, mes mots deviennent puissants. Continue, tu iras loin. » Chinedou hoche la tête, le cœur gonflé de reconnaissance. Il croit en lui. Il veut croire. Il sort du bureau et traverse les couloirs en marbre poli. Ses collègues l'envient, mais il ne s'en rend pas compte. Il est concentré sur une seule chose, changer le Nigeria de l'intérieur. Il pense à ses parents, à ce qu'ils auraient pensé de lui, à ce que leur mort a coûté à sa foi. Il n'a plus Dieu, mais il a une mission, et cette mission commence ici. Ce qu'il ignore encore, c'est que tout ce qu'il croit être vrai est une illusion, que derrière chaque sourire, chaque tape amicale, chaque promesse de promotion, se cache une lame prête à frapper. Mais pour l'instant, il ne le sait pas. Il est encore dans la lumière, juste avant que ne commence la nuit. Il y a des nuits où Lagos semble s'arrêter, où les klaxons deviennent lointains, les éclats de voix s'éteignent, et la chaleur se transforme en une lourde chape de silence. Ce soir-là, le ciel est noir, sans lune, comme s'il refusait d'éclairer ce qui s'apprête à se produire. Chinedou sort plus tard que d'habitude. Il a reçu un message bref sur son téléphone. Réunion stratégique, 22h, bureau secondaire du chief. Discrétion absolue. Il est surpris. Ça n'est pas dans ses habitudes d'être convoqué à des heures si tardives. Mais il obéit, pensant peut-être à une campagne surprise, un projet spécial, une opportunité nouvelle, une montée en grade. Il traverse le quartier d'Ikoyi à moto, les yeux plissés dans le vent nocturne. Lorsqu'il arrive devant le bâtiment désigné, un immeuble discret, sans plaque, sans lumière extérieure, il hésite. Une tension sourde lui serre la gorge.
Mais la curiosité, ou peut-être l'orgueil, le pousse à entrer. Le couloir sent le cuir ancien et l'humidité. À l'étage, une lumière filtre sous une porte fermée. Il approche à pas lents, prêt à frapper, lorsqu'un éclat de voix l'arrête. Il connaît cette voix, celle du chief Adetokunbo. Mais les mots qu'il entend ne sont pas faits pour le peuple. Ils ne sont pas vibrants d'espoir, ils sont froids, tranchants, calculés. Nous avons déjà placé nos hommes à la commission électorale. Les urnes ne sont qu'une formalité. Ce gamin de l'opposition ne verra même pas le jour du scrutin. Une autre voix, ricanante. Et le jeune assistant là, comment il s'appelle déjà? Shinedou? Tu penses qu'il ne va pas poser de questions? Il écrit tous tes discours. Le chief, avec un calme glacial. Il est utile, loyal, aveugle, comme tous les idéalistes. Il ne voit rien. Il croit encore à la vérité. Tant qu'il me sert, il reste. S'il dévie, on efface, comme les autres. Le monde de Shinedou se fige. Il ne respire plus. Il ne pense plus. Il n'est plus qu'une oreille collée contre une porte derrière laquelle s'effondre tout ce qu'il croyait solide. Chaque mot est une gifle, chaque phrase une trahison. Le chief n'est pas un modèle, c'est une marionnette du système, pire, un architecte de la manipulation. Les élections sont truquées, les opposants supprimés, les discours qu'il rédige ne sont que des poisons enrobés de sucre. Et lui, Shinedou, y participe. Il nourrit la machine. Il met des mots sur des crimes. Sans le savoir, il est complice. Il recule lentement, les jambes tremblantes. Il descend les escaliers à l'aveugle, la main crispée sur la rampe. Dans la rue, il marche longtemps sans but, comme un fantôme. À l'aube, il s'assoit sur un banc au bord de la lagune. L'eau est grise, agitée. Des pêcheurs chantent au loin, leur voix perdue dans le brouillard. Il pense à ses parents, à leurs rêves, à leur mort. Et une idée, terrible, s'insinue. Et s'ils avaient été tués parce qu'ils s'opposaient à ce système? Et si le chief avait joué un rôle? Le jour se lève lentement, mais Shinedou reste immobile. L'appel est lancé. Il le sent dans ses entrailles. Ce n'est pas un choix, c'est un déchirement. Il peut retourner dans l'ignorance, faire semblant, écrire encore, grimper les échelons. Ou il peut faire face, dénoncer, risquer sa vie, perdre tout. Le héros est à la croisée des chemins. Mais déjà, au fond de lui, une réponse commence à bourgeonner. Faible, tordue par la peur, mais réelle. Le lendemain, Lagos continue de respirer, indifférente. Les taxis grondent, les vendeurs crient, les enfants courent. Rien ne semble avoir changé. Mais en Shinedou, un monde entier s'est effondré. Il est assis à son bureau au Parlement, les yeux vides posés sur un écran allumé depuis 1 heure. Autour de lui, les rires fusent, les claviers claquent. Un collègue lui tape dans le dos, une secrétaire dépose une enveloppe. Mais il n'entend plus rien. Il est ailleurs, là-bas, dans le bureau secondaire, dans cette nuit d'aveux empoisonnée. Les mots du chief tournent en boucle dans sa tête, comme une litanie. Il est utile, loyal, aveugle. La colère ne vient pas encore. C'est le choc, le vertige. Comment agir contre un homme qu'il a aimé comme un père? Comment trahir celui à qui il doit tout? Et surtout, comment affronter un pouvoir qui peut faire disparaître un homme sans laisser de traces? Pendant plusieurs jours, il vit dans l'ombre de lui-même. Il évite le chief, prétextant une grippe. Il décline les dîners, ignore les messages. La nuit, il ne dort plus. Il erre dans sa chambre, allume les lumières, les éteint, relit les discours qu'il a écrits. Des mots puissants, des mots vides. Il relit l'article encadré de son premier discours publié dans The Guardian. Il s'en souvient encore. Un vent nouveau souffle sur le Nigeria. Il rit, un rire sec, creux.
Ce n'était pas du vent, c'était une brise d'enfumage, un parfum de mensonge enrobé de syntaxe. Puis vient le doute. Et s'il avait mal compris? Et si ces mots n'étaient que des fanfaronnades de politiciens entre eux, une mise en scène, un jeu de pouvoir, mais sans conséquences réelles? Il commence à se convaincre. Peut-être que je dramatise, peut-être que la vérité est plus nuancée. Mais au fond, il sait, il sait. Un soir, il sort marcher dans les rues de Yaba. Il croise des visages usés, des regards vides, des enfants pieds nus, dormant entre deux bancs. C'est pour eux qu'il voulait changer le monde. C'est pour eux qu'il avait cru au chief. Dans une ruelle étroite, il tombe sur Amara. Elle vend des livres d'occasion posés sur une barche. Amara, son ami d'enfance, son presque amour, qu'il a laissé derrière lui lorsqu'il a rejoint le chief. Elle le reconnaît. Son regard brille, puis s'éteint presque aussitôt. « Tu travailles toujours pour lui ?»« Oui, enfin, c'est compliqué, murmure-t-il. »« Non, c'est simple. Tu choisis le camp de celui qui écrase ou celui de ceux qui le piétinent. Tu choisis de parler ou tu choisis de te taire. Tu ne comprends pas. Il y a des choses en jeu, des vies, des équilibres. Tinedou, réveille-toi. Tu es en train de devenir exactement ce contre quoi tu disais vouloir te battre. » Elle tourne les talons. Il ne la retient pas. Il ne peut pas. Cette nuit-là, il pleure. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il pleure comme un enfant. La honte, la peur, la confusion, tout se mélange. Il veut fuir, partir d'ici, quitter la gosse, quitter la politique, s'effacer. Mais il sait que ce n'est pas si simple. Car fuir, c'est abandonner. Et abandonner, c'est trahir encore. Le lendemain, au bureau, il croise le chief dans le couloir. Sourire, étreinte, tape sur l'épaule. Le chief, tel un père chaleureux, dit « Tu as l'air fatigué. Ne t'en fais pas, mon garçon. Tu es des nôtres, pour la vie. » Et là, Tinedou le sent. Cette phrase, ces mots-là, c'était une promesse ou une menace. Il a fait un choix, mais c'est le mauvais. Il a refusé l'appel, et il va en payer le prix. Et au fond de lui, il sait, le mensonge va le consumer, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Lundi, 6 heures du matin. Le téléphone de Shinedou vibre avant que le soleil ne se lève. 3 messages en succession rapide. Tous portent la même tonalité. Urgent, rejoins le chief immédiatement. Crise à contenir. Shinedou se redresse, encore à moitié dans le sommeil. Son cœur bat trop vite, comme s'il connaissait déjà ce qui l'attend. Il s'habille mécaniquement, sans penser. Chemise froissée, cravate tordue, regard vide. Dans la voiture de fonction, la ville défile comme un cauchemar familier. Les murs tagués, les visages dans les embouteillages, les porteurs d'eau sous le pont d'Ojuelegba. Tout semble trop net, trop vrai, comme si le monde essayait de le secouer avant qu'il ne soit trop tard. Au siège du parti, une agitation inhabituelle règne. Les couloirs sont remplis d'agents de sécurité. Des regards furtifs, des murmures. Quelque chose a fondu le silence habituel, une fissure dans le masque du pouvoir. Shinedou pousse la porte de la salle de crise. Il entre et tout bascule. Sur l'écran géant, des vidéos s'enchaînent. Une fuite. Des enregistrements audio captés sans autorisation, des extraits de la fameuse réunion secrète. Le chief y parle sans retenue. Il y avoue tout. Les fraudes électorales, les assassinats déguisés, la corruption étendue jusque dans les forces armées. Et dans un coin de l'écran, on entend Shinedou. Ou du moins sa voix, ou du moins une voix ressemblante. Le piège est parfait. Un conseiller du chief se tourne vers lui, les yeux durs. « Tu peux expliquer ? On dirait que tu étais présent, que tu as enregistré, que tu as trahi. » Les autres fixent Shinedou comme s'il portait une bombe sous la chemise. Il bafouille, nie. Mais son visage est déjà coupable aux yeux de ceux qui veulent un bouc émissaire. Le chief ne le regarde pas. Il fixe la table, pensif. Puis, il se lève, et d'une voix douce mais tranchante, « Je suis désolé, mes amis. Si quelqu'un a trahi cette maison, il doit être sacrifié. Nous ne pouvons pas laisser la presse nous détruire. » Dans les heures qui suivent, tout se précipite. Une plainte est déposée.
Shinedou est suspendu de ses fonctions. La presse le nomme l'atout du pouvoir. Les chaînes de télévision diffusent sa photo en boucle, floutée, déformée, souillée. Ses collègues, ils l'évitent. Ses amis, ils disparaissent. Amara tente de l'appeler. Il ne répond pas. Il n'ose pas. Il a honte. La nuit, il fuit. Il quitte Lagos sans dire un mot, un sac sur le dos, des papiers d'identité falsifiés. Il traverse l'État d'Ogun, puis le Delta, jusqu'à Enugu, sa terre natale. Mais ce n'est plus un retour. C'est un exil. Il vit désormais caché, dans une maison délabrée, au bord d'un village oublié. Il dort peu, mange peu, parle à peine. Il a franchi la frontière, celle qu'on ne franchit pas sans en perdre une partie de soi. Il n'est plus l'assistant du chief. Il n'est plus l'espoir du peuple. Il n'est plus rien. Et pourtant, dans ce rien, quelque chose naît. Une lente douleur, une colère sourde, une vérité brute. Ils m'ont utilisé, puis jeté, comme ils l'ont fait à tant d'autres. Je ne suis pas leur victime. Je suis leur témoin. Il commence à écrire, sur des feuilles volantes, des carnets déchirés. Il note tout. Les réunions, les transactions, les visages, les noms. Un jour, il se dit, il reviendra, avec les preuves, avec les mots, avec la justice. Mais pour l'instant, il est seul, exilé, brisé, mais vivant. Et cela, c'est le début. Le héros a franchi le seuil. Il est désormais de l'autre côté du miroir, dans l'obscurité, là où la lumière doit naître, s'il veut un jour revenir. La terre d'Enugu est rouge, poussiéreuse, vibrante sous les pieds, mais pour Shinedou, tout est devenu gris. Même les chants matinaux des femmes qui pilent l'igname n'ont plus de rythme, même le soleil semble absent. Il vit dans une case en terre battue, prêtée par un vieil oncle qui ne pose pas de questions. Ses vêtements sont élimés, son visage est marqué. Il n'a que 27 ans, mais il en paraît 40. Les yeux cernés, le doux voûté, le regard d'un homme qui a vu le monde vrai et a survécu à sa morsure. Chaque jour, il marche à travers les villages alentours. Il écoute, il observe. Il parle aux anciens, aux femmes, aux commerçants. Tous racontent les mêmes choses, avec les mêmes silences coupés par les soupirs. La terre volée, les promesses non tenues, les familles déplacées, les marchés détruits, la vie qui s'effondre. Mais ce qui revient toujours, c'est le nom Chief Adetokunbo Bamidele, toujours dit à voix basse, comme une ombre dans la bouche. Un jour, il rencontre un vieil homme aveugle qui tient une station de radio artisanale. L'homme le reconnaît sans le voir. « Tu es le garçon tombé du ciel, le protégé devenu paria. Ils disent que tu as trahi ton maître, mais ici, on sait que ce maître a trahi le péri bien avant toi. » Shinedou reste muet. Alors l'homme continue. « Tu veux des preuves ? Tu n'as pas besoin de fouiller la ville. Cherche dans les collines, là où ils ont enterré les vérités sous des hectares de mensonges. » Et Shinedou cherche. Pendant des jours, il grimpe les sentiers poussiéreux, rencontre d'anciens fonctionnaires, des chefs de village, des mères dont les enfants sont morts après avoir bu l'eau contaminée par une usine illégale, usine autorisée par le chief. Il retrouve des cartes, des relevés, des lettres classées confidentielles. Il découvre que les terres des villages ont été vendues à des multinationales en échange de pots de vin colossaux, que les hôpitaux promis n'ont jamais été construits, que les écoles ont été rasées pour ériger des complexes miniers, et surtout, que ses propres parents faisaient partie d'un groupe communautaire qui dénonçait ces ventes d'il y a 10 ans. 1 mois après leur dernier discours, ils sont morts dans un accident, non élucidé. Le monde s'arrête. Il s'effondre au sol, dans la terre rouge, le front contre la poussière. Il gémit. Il hurle. Pas de rage, de chagrin, de perte. Le chief les a fait tuer. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il aimait, détruit. Il ne dort plus, il devient fiévreux, il a des cauchemars. Dans ses rêves, le chief le regarde depuis une estrade, sourire aux lèvres, pendant qu'Amara sème sous la pluie. Il se réveille en sueur, les poings serrés. Mais dans cette nuit, une lumière naît. Une voix en lui dit « Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne peux pas ressusciter les morts. Mais tu peux parler.
Tu peux faire entendre ce qu'ils ont voulu enterrer. Il recommence à écrire. Pas des discours, des dossiers, des confessions, des rapports chiffrés. Il recueille les témoignages, enregistre des voix. Il compile les preuves. Il crée un arsenal. Pas de balles, de vérité. Il contacte un ancien camarade journaliste. D'abord méfiant, celui-ci accepte de l'aider. Les deux hommes montent un plan. Publier une série d'articles chocs révélant les crimes du chief, un à un, comme des coups de tonnerre. Mais ils savent, s'ils échouent, ils mourront. Et même s'ils réussissent, ils perdront peut-être beaucoup plus encore. Et au milieu de tout cela, une surprise. Amara réapparaît. Elle le trouve un soir sur le pas de la case. Elle a les traits tirés, mais les yeux sont pleins de feu. « Tu pensais que j'allais te laisser sombrer sans moi ? Tu pensais que je ne voulais pas moi aussi voir ce pays respirer un jour ? Alors bats-toi, Shinedou, mais ne le fais plus seul. » Il la regarde, il voudrait parler, mais il pleure, juste ça. Elle le prend dans ses bras, et là, dans la nuit moite des Nougous, le héros recommence à vivre. Il a touché le fond. Il a bu l'amertume de la vérité. Et maintenant, il remonte, avec des preuves, de la rage et une cause. La descente aux enfers est terminée. La guerre commence. L'aube se lève lentement sur Enugu, mais dans la case de Shinedou, il fait déjà jour depuis longtemps. Depuis des semaines, les murs debout sont couverts de papier collés avec de la cire. Des photos, des cartes, des notes gribouillées, des liens dessinés à la craie entre des noms et des lieux. Le visage du chief est au centre du tableau, encerclé, comme dans une toile d'araignée. Shinedou est prêt. Ce n'est plus le garçon naïf, ni l'homme brisé. C'est un être façonné par la trahison, poli par la douleur, affûté par la vérité. Ses gestes sont sûrs. Son regard brûle. Son dos est droit. Il ne fuit plus. Il avance. Amara est à ses côtés, infatigable. Elle envoie des mails cryptés, organise des rencontres dans l'ombre, récupère des vidéos, des enregistrements. Leur équipe secrète s'agrandit. Un ancien juge radié, un étudiant en cybersécurité, une infirmière dont la sœur est morte dans un hôpital fantôme construit par le chief. Tous ont été brisés. Tous veulent frapper. Le plan ? Un retour à Lagos, une conférence de presse clandestine, un dossier massif à déposer à 3 rédactions en simultané, et surtout, une diffusion en direct d'un débat politique où Shinedou affrontera le chief face au pays tout entier. Le retour à Lagos est discret, masqué, préparé comme une opération militaire. Ils arrivent à l'aube dans un appartement vide, dans un quartier oublié de Mushin. Pas de lumière, pas de bruit. Ils communiquent par signes. Pendant plusieurs jours, ils mettent les dernières pièces en place. Shinedou répète son discours comme un guerrier polit ses armes. Il apprend chaque date, chaque chiffre, chaque nom. Il sait que le chief va nier, va mentir, va sourire. Mais cette fois, il ne fuira pas. Le jour arrive. La conférence de presse est prête, les journalistes indépendants sont en place, la ligne de diffusion piratée pour éviter la censure. Mais l'arme principale, c'est ce débat organisé par le parti, un face-à-face réconciliateur télévisé, dans lequel le chief, sûr de son pouvoir, a accepté de croiser Shinedou devant public. Il pensait l'humilier. Il va déclencher un incendie. Le plateau est brillant, aseptisé. Les caméras tournent, les animateurs sourient. Le chief arrive entouré d'hommes armés en costume sombre. Il a son masque de père bienveillant. Il serre les mains, il sourit à la caméra. Puis Shinedou entre. Silence dans la salle. Le chief le regarde longuement. Un rictus passe dans ses yeux. « Mon fils, quel plaisir de te voir encore debout. » Mais cette fois, Shinedou ne baisse pas les yeux. Et là, il parle. Il parle de tout. Des terres volées, des hôpitaux fictifs, des fausses promesses. Il parle de corruption, de manipulation, de meurtres camouflés. Il parle de ses parents, de leur mort, de l'enquête étouffée. Il révèle documents à l'appui, photos, vidéos, extraits audio. Chaque mot est une bombe, chaque révélation une fissure dans le vernis du chief. La salle est glacée, la présentatrice tremble. Le chief essaie de rire. « Ce sont des mensonges, de la folie, vous ne croyez pas ce garçon instable ?» Mais les preuves sont là, trop nombreuses, trop précises. Et surtout, le visage de Shinedou ne tremble pas,
il n'a plus peur. Alors, dans un dernier acte de désespoir, le chief prononce une phrase froide, presque inaudible, les yeux plantés dans ceux de Shinedou. « Tu penses avoir gagné ? Tu ne sais rien. Tu crois que la lumière protège. Regarde bien, elle ne sauve personne. » Ce soir-là, en rentrant dans leur planque, Shinedou et Amara se prennent dans les bras. Ils rient, ils pleurent. La peur est toujours là, mais la victoire est proche. Ils sont dans la chambre quand la vitre explose. Une balle traverse la pièce, une deuxième. Des cris, des pas. Shinedou se jette au sol. Mais Amara ne bouge pas. Elle s'écroule, silencieuse, rouge, les yeux ouverts vers lui. Un murmure sur les lèvres. Termine ce qu'on a commencé. Le monde entier a vu le débat, mais seul Shinedou a vu le prix à payer. Le héros est revenu, armé de vérité. Mais dans ce retour, il a tout perdu. Il n'a pas bougé depuis des heures. Shinedou est assis à côté du corps d'Amara, allongé sur une civière froide, recouverte d'un drap blanc. Il n'a pas pleuré. Pas encore. Il n'en a plus la force. Autour de lui, les autres membres du réseau parlent, chuchotent, agitent leurs mains. La presse est en ébullition. Les médias internationaux reprennent les extraits du débat. Les preuves sont analysées. Les premières protestations grondent à Abuja. Une enquête parlementaire est en cours. Mais Shinedou n'entend rien. Il est ailleurs. Il est dans le silence. Un silence où le visage d'Amara flotte comme un souvenir brûlé. Ses yeux, son rire, ses mots. Ne le fais plus seul. Et pourtant, le voilà seul. Plus seul que jamais. 3 jours plus tard, il entre dans le studio de la Nigerian Broadcasting Corporation. Seul. Pas pour un débat cette fois. Pour une déclaration. Il a demandé un temps d'antenne publique. Contre toute attente, on le lui a accordé. Les dirigeants ont compris. Le peuple écoute. Le pays est en feu. L'opinion publique est une grenade dégoupillée. Il monte sur l'estrade, les projecteurs le frappent de plein fouet. Il ne cligne pas les yeux. Il fixe la caméra. Il n'a plus besoin de discours, plus besoin de notes, plus besoin de rien. Et il parle. Pas comme un politicien, pas comme un stratège, mais comme un homme que la douleur a rendu indestructible. Il parle des mensonges encore, mais surtout, il parle du peuple. Il parle des femmes oubliées, des enfants ignorés, des villages rayés de la carte, des rêves qu'on a achevés à coups de billets. Il parle d'Amara. Il prononce son nom à l'antenne. Il dit son rire, sa rage, son amour du pays. Puis, il parle de lui. J'ai trahi. Oui. J'ai été complice. Aveugle. J'ai mis des mots sur des discours de sang. Mais aujourd'hui, je parle pour ceux qui ne peuvent plus. Aujourd'hui, je choisis de ne plus vivre pour survivre. Je me tiens ici parce que j'ai tout perdu et qu'aucune menace ne m'atteint plus. Il lève un dossier, un épais dossier, des centaines de pages, numérisées, cryptées, répliquées dans des serveurs partout dans le monde. Ce que vous voyez ici, c'est la vérité, et elle ne mourra plus avec moi. Puis, il quitte le plateau, en silence. Pas d'ovation, pas d'armes, pas de fanfare, rien. Seulement, le poids du réel et le grondement sourd de quelque chose qui commence à se fissurer. Dans les semaines suivantes, des manifestations éclatent à Lagos, Kano, Jos, Ibadan, Port Harcourt. Des étudiants occupent les universités, des journalistes creusent, des officiers dénoncent, le système vacille. Le chief, lui, disparaît, exilé, invisible, mais pas oublié. Un mandat international est émis, des perquisitions commencent. Le peuple réclame de tête, mais Shinedou, lui, ne réclame plus rien. Il vit désormais à l'écart, sur une colline au nord de Enugu, dans une maison en briques de terre, simple, nue. Il cultive des légumes, écrit à la main, enseigne aux enfants du village. Son nom est devenu un symbole. Des fresques apparaissent dans les rues. Le garçon tombé du ciel. Celui qui s'est levé quand tous se sont couchés. Mais Shinedou ne cherche pas à revenir. Car il sait, le héros,
n'est pas celui qui triomphe, c'est celui qui sacrifie. Un matin, un garçon du village lui demande « Tu vas redevenir un grand homme, monsieur Chinédu ?» Il sourit doucement et répond « Non, je suis redevenu un homme, c'est tout, et c'est déjà beaucoup. » Ainsi s'achève le voyage, le retour du héros, transformé, écorché, mais libre. Toi, spectateur, oui, toi qui lis cette histoire au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, en Haïti, au Canada, au Sénégal, au Bénin, en Belgique, en RDC ou de n'importe quel autre coin du monde. Dis-nous en commentaire de quel pays tu nous regardes. On veut savoir d'où tu suis nos récits, nos images, nos héros, car cette communauté, c'est toi qui l'as construit. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'est là que naissent nos histoires. C'est là que chaque image devient mémoire. C'est là que la voix des héros oubliés continue de vibrer. Merci d'avoir suivi Les Ombres de Lagos. Ce n'est que le début.